tant qu'on y est à la Cour pénale internationale, je voudrais un peu revenir sur M. Jean-Pierre Bemba, qui, malheureusement ou heureusement, ça dépend sous quel angle on voit la chose, croupit à la Cour pénale internationale, alors que celui qui l'avait aidé à l'époque, M. Ange-Félix Patassé, vient de participer aux élections, et plus grave encore, plus grave selon certains, il a été, amnistié de tous les actes qu'il aurait commis. Mais nous voyons que Jean-Pierre Bemba, concernant la République démocratique du Congo, est à la Cour pénale. Bosco Tanganda a été levé général dans les rangs de l'armée congolaise, et tout récemment, je crois il y a à peine une semaine, il y a 5 millions de dollars qui ont été saisis sur un trafic illicite à l'est du Congo. Et plus loin encore, en dehors de Bosco Tanganda, il y a Kunda Batore, le général, qui se promène à Kigali. Y a-t-il une politique de 2 poids 2 mesures? Parce que certains peuvent se promener librement, d'autres peuvent négocier, et pendant que d'autres se sont retrouvés en prison au cas de Jean-Pierre Bemba, qui a quand même eu 42% des élections, qui a été voté à 42% en 2006. Quel est votre point de vue? Oui, c'est très dommage à mon avis, parce que je suis allé assez souvent à Kinshasa pendant la période, je crois que c'était 4+1, n'est-ce pas? Il y avait 4 vice-présidents. 4 vice-présidents avec le président Kabila. Je suis allé faire des affaires, pas pour des raisons politiques, mais j'ai rencontré tous les 4 vice-présidents et avec des hommes d'affaires américains. Et j'ai trouvé Bemba très sérieux, très capable. Et je crois qu'il a beaucoup à contribuer au Congo, soit comme président, soit comme ministre. Le Congo a besoin de gens comme lui, à mon avis. Et surtout, il a un sens des affaires, l'économie, etc. Donc, c'est très dommage qu'il est dans cette situation. Et surtout quand le gouvernement de République centrafricaine a pardonné tout le monde. Mais une fois que vous êtes attrapé dans ce système judiciaire international sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, d'ailleurs l'Amérique n'a jamais signé ce traité-là, et maintenant c'est surtout des Africains qui sont dans ces situations. À mon avis, et aussi, Bemba n'a pas donné l'ordre à ses troupes de faire des atrocités. Ces soldats n'étaient pas formés, ils n'avaient pas un entraînement, n'est-ce pas? Donc, j'espère que la Cour va montrer un peu de compréhension dans cette affaire. Mais qu'est-ce qu'il mettrait lui en échange, là où il est aujourd'hui? En échange, qu'est-ce qui pourrait amener à la communauté internationale? Parce que pour beaucoup de Congolais, l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, elle est politique. On a l'impression qu'il fallait l'évacuer du territoire congolais pour laisser la place à Joseph Kabila de faire un travail. On craignait que la présence de Jean-Pierre avec son armée, ou ce que d'autres appelaient milice, n'entrave la bonne marche de la République sous Joseph Kabila. Qu'en pensez-vous? Oui, ça c'est un élément sans doute. Je crois que, par exemple, si Kabila a fait appel à la Cour de la Haye pour dire c'est un fils de notre pays, il y avait la guerre intérieure, une guerre civile, je suis prêt à pardonner. Je crois que ça peut faire un grand impact, mais je crois que Kabila ne va pas le faire. Il a un intérêt que Bemba reste dehors. Il a un intérêt que Bemba reste dehors. Chers téléspectateurs, nous allons rentrer de plein pied aujourd'hui avec son Excellence M. Herman Cohen en RDC pour parler de ce qui nous concerne. Le rapport mapping qui a été sorti par l'ONU le 1er octobre à New York a fait une étude sur la situation qui a prévalu en RDC de 1993 à 2003. Et cite un chiffre de plus de 5 millions de morts, mais ne met pas l'emphase sur le terme génocide, disant qu'il aurait eu
il y aurait eu génocide. Quelle est la position officielle des États-Unis à ce sujet? Parce que il y a eu le génocide Tutsi au Rwanda qui a été reconnu, mais aujourd'hui, je crois que les chiffres qui ont été donnés n'émanent pas d'une enquête congolaise ou d'une enquête africaine, mais émanent de grandes institutions reconnues. Pourquoi l'Amérique ne condamne-t-elle pas encore ce fait-là? Je crois que selon ce que j'ai lu, l'Amérique soutient cette enquête et soutient qu'il y a un suivi de cette enquête. Il y a une longue histoire. Vous savez, la première enquête a été inaugurée par les États-Unis. Parce qu'après que Laurent Kabila s'est installé au pouvoir, il y avait toutes ces rumeurs qu'il y avait des massacres dans la région de Kisangani, surtout à Tingi-Tingi, et aussi même entre Kisangani et Mbandaka. Donc l'Amérique a demandé une enquête auprès des Nations Unies, Conseil de sécurité, et le Conseil de sécurité a autorisé. Et ils ont envoyé quelqu'un qui s'appelait Garreton, qui est allé voir Laurent Kabila. Et Laurent Kabila ne voulait pas cette enquête parce que la AFDL et le Rwanda étaient visés. Et à l'époque, dans cette année, Kabila et Rwanda étaient très proches, très amis. Donc il a fait tout pour faire des barrières à M. Garreton, qui quand même a écrit un rapport qui a condamné le Rwanda, n'est-ce pas? Mais comme il n'est pas allé à Kisangani, il ne pouvait pas vraiment avoir un bon rapport. Donc, ça dormait. Après la guerre entre Rwanda et Laurent Kabila a changé d'avis. Il a dit aux Nations Unies, bon, venez maintenant terminer votre rapport. Mais les Nations Unies, le secrétaire général dit, bon, c'est pas la peine, c'est fini, c'est l'ancienne histoire, ils n'ont rien fait. Donc c'était au secteur privé, les ONG qui ont décidé qu'il y avait vraiment quelque chose. Même moi qui est allé là-bas comme homme d'affaires, j'étais dans le grand hôtel, j'ai déjeuné avec des différents gens, surtout des militaires qui logeaient là, et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Et ils ont dit, c'est clair, tout le monde le sait. Demandez aux paysans qui habitent, des paysans congolais qui habitent dans cette sous-région. Les Rwandais sont venus chasser des Hutus qui refusaient de rentrer au Rwanda. Ils ont séparé les Hutus et les Congolais dans des villages et ils ont massacré les Rwandais et les Congolais. Ils n'ont pas touché. Tout le monde le sait, ils ont dit. Demandez aux paysans, va là-bas. Mais c'était seulement là. Mais maintenant, je crois que les États-Unis soutiennent ce rapport et demandent qu'il y ait un suivi, je crois. À ce propos de suivi, la déclaration du responsable du DEX Afrique aujourd'hui a été celle d'encourager le Congo à mettre sur pied ce qu'ils appellent des tribunaux mixtes, c'est-à-dire des tribunaux qui verront la participation des juristes congolais avec ceux qui peuvent venir de l'étranger. Mais nous ne comprenons pas comment, pour plus de 5 millions de morts, ce ne serait pas plus facile aujourd'hui d'organiser carrément un tribunal pénal international sur le Congo, qui aura peut-être un peu plus de moyens par rapport à la justice congolaise, qui n'est pas réputée être la meilleure au monde, avec la corruption que vous connaissez, le Congo étant au top des 5 premières nations au monde. Ceci peut aisément nous amener à ce que la justice ne soit pas lue. Pourquoi l'Amérique n'encourage-t-elle pas, comme on a eu le cas de la Yougoslavie, comme on a eu le cas au Rwanda, de voir un tribunal pénal être instauré? C'est pas un problème congolais, ça. C'est un problème rwandais. Merci. Parce que ce que le rapport vise, c'est le gouvernement de Rwanda, n'est-ce pas? Et maintenant, Rwanda, c'est l'enfant chéri de la communauté internationale. Sauf pendant les derniers mois, l'amour a commencé à baisser à cause de toutes ces histoires d'emprisonner les journalistes, emprisonner l'opposition qui voulait seulement être dans les élections, n'est-ce pas?
Donc l'amour pour le Rwanda commence à baisser, mais quand même il y a une réticence à inculper le gouvernement de Rwanda et son président. Et ça, c'est le problème. C'est pas un problème congolais, c'était des étrangers qui sont venus. S'il y avait un massacre, comme dit l'ONG, c'était le Rwanda qui était coupable et pas les Congolais. C'est le Rwanda qui était le coupable et pas les Congolais. Nous restons toujours dans cette région, dans l'est du Congo. Je voudrais... vous avez fait en fait une proposition, après votre analyse, étant donné que vous avez été sur le terrain, une proposition à l'administration d'Obama, du président Obama, demandant à ce que un envoyé soit délégué auprès des responsables des deux pays en vue d'asseoir un partenariat économique qui permettrait à ce que les ressources minières situées tout au long de l'est du Congo soient que l'on facilite l'accès en fait au Rwanda et autres pays de l'Est, l'accès à ces mines, et que le Congo en outre puisse avoir une politique tarifaire du point de vue comment dire, taxes d'exportation, de manière à couper court en fait la raison première de la situation qui prévaut à l'est du Congo, qui est en fait l'exploitation illégale des mines. Pourriez-vous nous en expliquer un peu plus Oui, ce que j'ai dit dans cet article dans le New York Times, c'est qu'il faut légaliser ce qui existe, n'est-ce pas? Après l'invasion du Congo en 1998, n'est-ce pas? L'armée de Rwanda a occupé Kivu pendant combien d'années? 6-7 années, je crois. Quand ils ont occupé le Kivu, ils n'étaient pas là pour des vacances. Ils ont fait des choses, n'est-ce pas? Ils ont organisé l'économie des Kivu, surtout en faveur des hommes d'affaires rwandais. C'était normal, n'est-ce pas? Si vous contrôlez un endroit, vous faites des choses, vous faites du business, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait un réseau pour des mines, pour tous les minéraux, surtout des minéraux très importants comme les coltan. Le coltan, c'est nécessaire pour chaque téléphone portable dans le monde. Et il y a des milliards. Donc, c'est très important dans l'économie de tous les pays du monde. Donc, ils ont organisé ça, les hommes d'affaires rwandais contrôlaient tout ça. Donc, après la guerre, après la fin de l'occupation, avec les accords de Pretoria, n'est-ce pas, il fallait continuer ces réseaux, n'est-ce pas? Donc, il y avait toutes ces histoires de rébellion, de RCD, de différentes milices, etc. Tout ça a été en faveur d'une continuation des réseaux des hommes d'affaires de Rwanda continuer. Donc, ce que j'ai dit, qu'est-ce qui gagne? Et le Congo ne gagne rien dans cette affaire si tout passe par Rwanda. Donc, j'ai dit, il faut légaliser ce qui existe. Donc, si vous légalisez le commerce de tous ces hommes d'affaires rwandais, vous allez prendre des revenus, des impôts, des royalties, etc. Et tout le monde va gagner, n'est-ce pas? Mais quand une réaction que j'ai eue des intellectuels du Congo, c'était « Oh, vous ne voulez pas que nous gardons notre souveraineté. Vous voulez partager la souveraineté des Kivu entre nous et les Rwandais. » Mais c'est pas de tout ça. Le Rwandais déjà partage la souveraineté des Kivu. Et si vous parlez aux gens du département d'État, ils ont dit Kivu, ça fait partie du Rwanda maintenant. Il faut être réaliste, n'est-ce pas? Donc j'ai proposé un marché commun. Un marché commun où tout le monde peut gagner. Le Congo fait gagner des impôts et tout ça, des douanes, des frais de douane, etc. Et je crois que la réaction du côté de Rwanda était plutôt favorable.
Évidemment, je voudrais revenir un peu, parce que pour nos téléspectateurs, parce que c'est un problème aujourd'hui qui est d'acuité dans le collectif des Congolais, la balkanisation du Congo. Vous savez, quand le Soudan a fait son autodétermination avec le Sud qui vient de faire son autodétermination, dans le collectif de plusieurs Congolais, ils se disent que le Kivu, et vous le dites si bien, le département d'État le voit déjà sous la coupole du Rwanda, que la prochaine étape, ce serait de voir une partie de l'Est du Congo être officiellement reconnue par la communauté internationale comme faisant plus partie du Congo. Oh, je crois que la communauté internationale ne va pas faire ça, parce que l'Union africaine est contre toute sécession, tout partage, etc. Et ils ont accepté Éthiopie et Érythrée parce que le gouvernement d'Éthiopie était d'accord, n'est-ce pas? Et ils acceptent la sécession du Sud du Soudan parce que le gouvernement du Soudan est d'accord. Mais si Kinshasa n'est pas d'accord, l'Union africaine ne va jamais accepter une balkanisation du Congo. Et à mon avis, ce sera une mauvaise chose. Parce que le potentiel du Congo est énorme. Avec une bonne gouvernance, le Congo peut devenir un des pays les plus riches du monde. Les accords de l'AFDL, qui aujourd'hui continue au pouvoir avec Joseph Kabila, qui en est l'émanation, malgré la contestation de plusieurs qui disent qu'il ne serait pas le fils de l'autre, je ne sais pas ce que vous en pensez, font qu'il y aurait eu un article dans lequel l'AFDL à l'époque, avec son président feu Laurent Désiré Kabila, aurait signé un accord avec le Rwanda, Paul Kagame en tête, pour accorder 300 km des terres du Congo au Rwanda, ce qui, pour la plupart des gens aujourd'hui, qu'ils utilisent comme argument pour dire, évidemment, des accords ont été signés. Et le gouvernement actuel étant une émanation, une prolongation de l'AFDL, c'est pour cela que nous constatons l'apathie, c'est-à-dire la non-mise en exécution de certains programmes pour effectivement redéclarer la souveraineté du Congo à l'Est. Qu'en pensez-vous? Bon, je ne suis pas au courant d'un accord. Si c'était un accord entre Laurent Kabila et le président Kagame, ça doit être secret, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je crois que c'est une question surtout des intérêts économiques, et le Rwanda a beaucoup d'intérêts économiques dans le Kivu. Et sans un accord de marché commun comme j'ai proposé, le Rwanda va trouver un moyen de continuer leur commerce pour leurs hommes d'affaires. Parce que qu'est-ce qu'il y a au Rwanda? Il n'y a pas grand-chose pour la production de richesse au Rwanda. Et il y a trop de monde au Rwanda. Donc, à mon avis, 50% du produit national brut du Rwanda vient du Congo, vient du Kivu. Et ça doit continuer pour la survie de Rwanda. Je comprends le Rwanda dans ça. Donc, ce n'est pas une question de légalité, de vraiment perdre le Kivu pour que ce soit ça devienne une partie de l'État de Rwanda. C'est une question de faire un accord visible, transparent, sur le commerce et sur les relations économiques. Cependant, les ONG qui travaillent dans le Kivu et à l'est du Congo parlent de l'arrivée massive, et cela d'une manière régulière, de certains réfugiés qui seraient partis au Rwanda. Mais pour la plupart de ces réfugiés, ils ont en commun une langue, le Kinyarwanda. Pour ces populations qui se trouvent à l'est, ils se disent que le pays où l'est du Congo est en train d'être envahi, c'est l'implantation de nouveaux conquérants. Comme ils contrôlent déjà l'économie, maintenant ils sont en train de déverser par milliers d'autres personnes qui un jour, c'est ce que je vous ai dit, vont se déclarer ou demander une certaine autodétermination, étant donné qu'ils s'estimeraient
soit en danger ou ne verraient pas leurs droits respectés. Quelle est votre lecture? C'est pas impossible. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent, c'est un peu comme les Mexicains qui arrivent aux États-Unis. C'est presque impossible d'empêcher ce mouvement. On peut faire un mur. Faire un mur, mais ça, comme on dit, si vous faites un mur de 10 mètres, les gens vont trouver comment dire, un ladder. Les échelles. Une échelle de 25 mètres, n'est-ce pas? Donc c'est presque impossible, et c'est la même chose au Rwanda qui est surpeuplé. Et ils ont besoin parce qu'il y a des jeunes gens qui n'ont pas de terre. Qu'est-ce qu'ils ont? Les familles sont tellement nombreuses. Il faut qu'ils aillent ailleurs. Et c'est la même chose pour Burundi, par exemple. Au Burundi, les gens vont en Tanzanie. Ils cherchent la terre en Tanzanie. À mon avis, Kinshasa doit faire une politique d'accueillir ces gens-là, mais pas dans le Kivu. Le Kivu, c'est pas possible. Parce qu'il y a trop de problèmes ethniques avec les anciens Mwami, etc. Il faut trouver de la terre dans les autres endroits au Congo. Et les Rwandais peuvent être utiles au Congo. Il y a des vastes terres, par exemple au Kasaï. Et les Hutus surtout sont des travailleurs. Ils peuvent faire des bonnes choses, mais pas au Kivu. Il faut qu'ils passent par le Kivu et aller dans les autres endroits. Mais on ne peut pas empêcher ce mouvement. C'est tout à fait normal quand les gens sont très pauvres. Il faut qu'ils trouvent un autre endroit. Il faut qu'ils trouvent un autre endroit. La problématique est toujours de mise. On peut revenir aux élections 2011, avant de parler de l'économie. 2011, il y a quelque temps, les autorités Kinshasa ont fait passer une loi légalement au niveau du Parlement, ramenant les 2 tours à un tour. Ce qui, je ne sais pas si ça s'est déjà passé dans le monde, dans d'autres pays. C'est à voir. Mais qu'en pensez-vous? Comme j'ai dit tout à l'heure sur l'affaire de Gbagbo en Côte d'Ivoire, si un président sortant dans une élection ne veut pas perdre, il ne va pas perdre. Il va trouver tous les moyens de rester au pouvoir. J'ai vu cette histoire d'un seul tour au Kenya en 1992. Et ils ont créé beaucoup de partis politiques. Le président arabe Moi finançait des partis politiques. Et il a gagné l'élection avec 32%. C'est pas vraiment un mandat de gouverner, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est ce qui se passe au Congo maintenant. J'ai été avec Mobutu en 1991, non, 90, avec le secrétaire d'État James Baker. Et il a parlé à Mobutu. Il a dit, Monsieur le Président, vous êtes notre ami, nous voudrions que vous restiez au pouvoir, mais il faut avoir une démocratie. Vous ne pouvez pas continuer un parti unique, répression comme ça. Il faut faire une vraie démocratie. Et Mobutu a dit, oui, je vais le faire. Donc ce qu'il a fait, il dit maintenant, parti multipartisme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé une fortune à créer des petits partis partout, n'est-ce pas? Comme ça, il ne pouvait pas perdre, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas perdre. Et c'est ce qui se passe maintenant au Congo. Tous les partis, Kabila peut gagner avec 15%, n'est-ce pas? Et il va gagner, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la peine de casser la tête, il va gagner. Mais est-ce que cela ne poserait déjà pas les fondements des troubles sociaux à venir? Parce qu'aujourd'hui, et les Congolais, comme tout le monde, voient les images de la Tunisie, de ce qu'il y a eu en Égypte et tout ça, est-ce que ceci ne risque pas de nous amener vers une situation que pour laquelle la communauté internationale peut nous prévenir? Parce qu'il y a une présence quand même. Il y a la MONUC qui est là au Congo aujourd'hui, la MONUSCO. 20 000 militaires. Que préconisez-vous pour nous éviter un clash comme on a connu en 2006 de 2000 morts? Ce qui est important, c'est la bonne gouvernance. Ce que le Congo n'a pas vu jusque maintenant. Si Kabila et son entourage décident nous allons avoir un gouvernement transparent, honnête, etc., il peut éviter
le drame de Tunisie, d'Égypte ou de la Libye. Mais si c'est une continuation du statu quo, où il n'y a pas de bonne gouvernance, il faut voir des choses honnêtement. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Il y a un danger que les gens auront ras-le-bol. Je parle avec des ONG, des églises, des gens qui ont des missionnaires, tout ça. Ils disent qu'il y a beaucoup d'âmes volées dans la province d'Équateur qui est maintenant à Kinshasa, dans les maisons. Donc ça peut exploser un jour. Mais si Kabila fait la bonne gouvernance après l'élection, ou même avant l'élection, il peut éviter tous ces troubles-là. Comment le ferait-il? Parce que les rapports, lorsque nous suivons les rapports des ONG, il n'y a pas un effort. Plus près de nous, Floribert Chebeya, l'illustre responsable des droits de l'homme, a été tué. Il y a un jeune homme, Armand Tongolo, qui, après avoir lancé une pierre, son corps est introuvable. Et pour ce faire, d'ailleurs, la famille a à l'époque déposé une lettre à l'ambassadeur, votre ambassadeur en Belgique, et pour laquelle il n'y a pas encore de suivi, parce que je suis en contact avec la famille. Le gouvernement actuel a montré autant de répression. Tout près de nous, nous avions vu, depuis le retour d'Étienne Tshisekedi, le fameux opposant qui a commencé sous Mobutu et qui aujourd'hui, à l'apogée, à plus de 75 ans, est en train d'essayer de pousser pour prendre le pouvoir, s'est vu refuser plus d'une fois l'accès à des sites pour ces manifestations, avec le membre de l'opposition. Et avant que nous soyons en campagne, nous voyons déjà une répression et une volonté mauvaise du gouvernement. Que faire pour prévenir? Et plus grave encore, attendez, je voulais juste rajouter, une délégation de l'opposition s'est rendue auprès de la MONUC pour demander qu'elle, celle-ci, sécurise les candidats. Donc ceci nous démontre déjà, comme votre loi le dit, qu'un président qui est au pouvoir va toujours tout faire pour tricher, mais que faire pour empêcher ce que tout le monde voit, qu'il y a un clash? Oui, moi je vis surtout après l'élection, parce que Kabila va gagner. C'est une question. Quelqu'un, j'espère le président des États-Unis ou l'Union européenne, tous ces chefs-d'État, parlent franchement à Kabila, c'est qu'il faut faire du changement. Votre entourage, les gens autour de vous sont en train de voler toutes les richesses du pays. Il faut se débarrasser de ces gens-là. Il faut avoir des gens bien autour de vous et faire une bonne gouvernance. Et si vous ne faites pas ça, regardez ce qui se passe en Libye, Tunisie, ça va arriver ici, c'est inévitable. Ça va arriver au Congo, c'est inévitable. C'est vrai que lorsque nous lisons sur Internet les échanges des Congolais, et pas plus tard qu'hier, samedi 19, à Bruxelles, tout comme à Paris, beaucoup de Congolais sont sortis dans les rues revendiquant le départ immédiat du raïs Joseph Kabila, au grand détriment de tous ces fanatiques.